De retour en direct sur CNews, 90 minutes info. C'est parti en compagnie de mes invités que je vous présente dès maintenant, à commencer par Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme. Bonjour Hubert. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Louis Morin, journaliste politique et réalisateur, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Avec nous jusqu'à 16h, Astrid Petit, vous êtes membre de la commission exécutive de la Fédération Action Sociale de la CGT. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis le docteur Ali Avdje qui nous a rejoint également par FaceTime. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital privé Paris 2. Bonjour docteur Ali Avdje. Bonjour. Merci Bonjour. également d'être avec nous. Alors, ce rapport remis hier par le docteur François Braun, Elisabeth Borne, étudie aujourd'hui 41 propositions pour sauver les urgences. Parmi elles, la revalorisation des salaires et un tri plus efficace des patients. Il faut dire que la liste des problèmes à résoudre est longue. Burn-out, pénurie de médecins et d'infirmiers, fatigue chronique. Selon vous, comment est-ce qu'on en est arrivé là, docteur Avdje ? Alors, c'est une vaste question parce que, en fait, cela traîne depuis des années et je suis content qu'on fasse des missions flash. Mais enfin, franchement, je crois que tous les collègues, y compris Dr Brand, savent très bien que les problèmes ne datent pas d'hier et on sait parfaitement ce qui ne va pas. Ce n'est pas nouveau. On n'a pas entendu les cris. Moi-même, j'avais écrit il y a un an et demi, que nous allions avoir des problèmes, mais bien longtemps avant également. Et bon, on ne s'est pas entendu parce que c'est un peu comme tout. Les accidents, on y prête attention que quand ça nous arrive. Alors maintenant, on est arrivé au bout, en plus la Covid qui a rajouté quelque chose. On en est arrivé là parce qu'il y a une démotivation beaucoup de ces personnels, il y a des manques de moyens, etc. Mais peu importe, en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout de suite qu'est-ce qu'on fait, à moyen terme qu'est-ce qu'on fait et à long terme qu'est-ce qu'on fera. Parce que franchement, je pense que c'est assez quand même urgent de voir cette situation qui sert à tout le monde. Et nous, malheureusement, nous avons soulevé toujours les problèmes en disant il n'y a pas de public, de privé, il faut une coordination, il faut que la médecine de ville y participe, il faut que le SAMU participe, mais il ne faut pas tirer malheureusement la couverture à soi à chaque fois. Il faut se mettre à une table et qu'on soit vraiment entendu. Alors, effectivement, on fait des propositions, mais les propositions, je veux dire, on les connaît. D'abord, c'est un problème de flux qui arrive. À l'intérieur des urgences, comment on gère ça? Et puis, comment on peut faire sortir les patients ou les hospitaliser? Donc, c'est tout. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Donc, le fait de dire qu'on va en aval essayer de résoudre des problèmes, c'est les lits. En amont, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, c'est une régulation, mais une régulation, ça sera infaisable parce que vous imaginez bien que les gens viennent aussi. Moi, j'ai plein de gens qui viennent directement, même pour des choses très graves. Donc, téléphoner à chaque fois pour venir, ça me paraît quelque chose de compliqué. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'il faut vraiment maintenant agir et faire des missions flash ou des choses qui juste décrivent le problème, c'est retarder encore une fois les solutions. Je me souviendrai toujours de cette première vague, quand il n'y avait que 3 ou 4 régions de France qui étaient rouges, tout le reste était dans le vert, et qu'on a organisé 860 000 transferts TGV en France, ou même, je dirais, on a dû trouver 120 respirateurs en dehors de nos frontières. Eh bien, les cliniques privées, à ce moment-là, elles n'avaient pas de patients. Pourquoi? Parce que la réanimation en France, c'est l'hôpital public. Voilà. Donc, là, ce rapport, nous, on tire la sonnette d'alarme une nouvelle fois, mais encore plus que précédemment. On estime que c'est un coup, peut-être le dernier contre l'hôpital public, qui va s'effondrer. Docteur Ali Avdje, vous souhaitiez réagir. Est-ce qu'on peut dire, docteur Avdje, que le Covid a permis, d'une certaine façon, de vous faire entendre du gouvernement, même si les recommandations qui sont proposées aujourd'hui ne font pas l'unanimité? Vous avez raison, quand il y a des problèmes, oui, évidemment, ça révèle. Enfin, je me permettrai quand même, ma chère Astrid, de vous parler public, etc. Oui, j'ai travaillé dans le public, je travaille aussi dans le privé. C'est pas vrai ce que vous dites. Je comprends que vous fassiez votre rôle. Moi, je fais mon rôle aussi, c'est-à-dire celui d'un médecin d'urgence de terrain qui a travaillé plus de 15 ans à la PHP et qui travaille depuis 15 ans aussi dans le secteur privé.
Notre clinique à l'hôpital privé de Paris 2 a été complètement transformée. Nous avons eu 30 lits de réanimation qui étaient des réa de cardiologie qui ont été complètement transformés. Et rien que pour leur honneur, que pour leur souvenir, parce que nous avons eu aussi des décès avec le docteur Fribourg pour essayer de dire, parce qu'il ne faut pas parler comme ça de manière rédhibitoire entre public et privé. Nous sommes tous en train de travailler et nous travaillerons encore, quoi qu'il arrive. Il y a certainement eu des cliniques qui n'ont pas accepté, mais le nôtre a accepté beaucoup. Nous avons travaillé pendant 1 an et demi main dans la main et ça s'est très bien passé. Je voulais le préciser. Donc, je ne veux pas qu'on puisse croire qu'il y a un service public et puis il n'y a rien d'autre. Nous sommes au service du public. Arrêtez de dire ça, c'est faux, parce que nous voulons aider la population, c'est tout ce qui nous intéresse. Et je dirais même que la CGT devrait venir dans le privé pour venir nous aider dans ce genre de combat et non pas uniquement tout le temps couper les médecins, les infirmiers, les aides-soignants dans le sens public-privé. Ceci étant dit, moi je suis tout à fait d'accord, il faut vraiment s'unir et aider la population. C'est pas, je ne suis pas contre vous non plus, mais je voulais juste mettre un point sur les i et dire qu'il y a des gens aussi, je ne veux pas dire uniquement comme moi, il y a aussi des gens qui travaillent sans être d'un côté politique uniquement quand il s'agit de parler de la santé. Alors, docteur Avdi, on va laisser répondre Astrid Petit sur cette guerre entre public et privé. Il n'y a pas de guerre publique-privée, c'est une stupidité créée par les gouvernements et par certains partis. Bah, quand on vous écoute parler tous les deux, on a l'impression qu'il y a une petite guéguerre quand même entre public et privé. Non, c'était pas une guéguerre parce que on revenait sur l'épisode de l'épidémie Covid. Et alors moi, je me félicite si vous avez pu prendre en charge vous avez pu créer 30 lits de réa. Après, les chiffres et les statistiques montrent bien, notamment pendant la première vague, quand il a fallu faire très très vite et qu'il y a eu des transferts de patients partout du nord vers le sud, on va dire, que ce sont quand même les hôpitaux publics qui ont pris en charge massivement, hein. Ça c'est statistiquement prouvé et malheureusement, en effet, on l'a dit à l'époque, des collègues des cliniques privées qui avaient déprogrammé massivement leurs interventions et qui ne voyaient pas les patients arriver. Effectivement, il s'agit d'un document de 60 pages qui a été remis à Elisabeth Borne. On va retenir 3 axes forts, 3 idées fortes. Le premier point, la mission Flash recommande de réguler, notamment cet été, les admissions aux urgences, c'est-à-dire limiter l'accès aux urgences aux seules urgences vitales, notamment la nuit, et ainsi inciter la population à plus appeler le 15, le SAMU. Il faut donc organiser une grande campagne de communication pour préconiser l'appel au SAMU. Deuxième point, il est budgétaire, augmenter la rémunération des médecins, c'est même beaucoup plus large, on peut parler de tout le personnel hospitalier, notamment les médecins libéraux qui travaillent la nuit et pendant les ponts au SAMU, une augmentation de 100 € brut par heure défiscalisée. On sait, l'augmentation des salaires, c'est une revendication de l'ensemble du personnel hospitalier et ce, avec la crise du Covid-19 en toile de fond. Et puis troisième point, pour faire face notamment à la pénurie des effectifs, c'est assez surprenant, faire appel aux soignants retraités volontaires pour reprendre une activité. Ces derniers cumuleraient ainsi leur pension de retraite avec leur salaire en tant que praticien. Mais voilà, on part d'une mission flash à un instant T, à savoir l'été. Reste à savoir ce que va faire le gouvernement à plus long terme, notamment avec le projet de loi de financement sur la sécurité sociale. Alors, le porte-parole des médecins urgentistes de France, Christophe Prudhomme, nous dit que c'est du bricolage, ce rapport. Merci Reda, hein, merci pour les détails. Christophe Prudhomme nous dit que c'est du bricolage. Docteur Ali Avdi, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ces 41 recommandations sont du bricolage? Alors, on peut prendre un par un les problèmes, effectivement. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que augmenter la rémunération des soignants, notamment, il faut le dire, pour les gardes et les jours fériés, c'est fondamental, ça sera obligatoire. Parce que là, actuellement, c'est vraiment du n'importe quoi et donc vous avez qu'à aller regarder les chiffres, mais peu importe. Ensuite, limiter l'accès aux urgences, effectivement, ça me paraît très compliqué et comme on l'a dit tout à l'heure, là, tous les deux, et ça, c'est fondamental puisque les gens ne viennent pas uniquement parce qu'ils ont quelque chose, ils viennent aussi parfois parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des angoisses. Et ça, on en parle peu, des problèmes psychologiques. Avant, dans ma carrière, c'était 40-50%. Aujourd'hui, c'est 90% des gens sont angoissés et ont peur, donc viennent aussi pour ça. Alors, on en a rajouté, évidemment, la médiatisation, les Google, etc. Maintenant, tout le monde a accès à tout. Tout le monde a peur de quelque chose bien plus que d'être rassuré.
Donc c'est pour ça que mon côté où je dois rassurer, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut savoir rassurer la population. En tout cas, pour nous, le bricolage, moi, je sais pas, moi je parle point par point et je ne suis pas invité à la table de négociation, mais en tout cas, il y a beaucoup d'urgentistes de terrain qui auront des choses à proposer très simples, notamment par exemple un médecin d'accueil et d'orientation formé, expérimenté, qui pourrait être à l'accueil et qui pourrait diriger les patients qui viennent, quels qu'ils soient, soit à droite, soit à gauche. À gauche, c'est rentrer des urgences, et à droite, c'est aller en médecine libérale, pouvoir être traité, même si c'est pour une angine et qui viennent aux urgences. Vous voyez, c'est des choses concrètes que je viens de vous dire, et c'est quelque chose de formidable. Un médecin et un infirmier d'accueil et d'orientation expérimentés qui pourraient trier à l'accueil et le faire de manière intelligente, tout en soignant et en acceptant les patients. Merci docteur Avdje d'avoir été avec nous. Ce n'était pas une mission flash de mon côté. Même à distance, merci, c'est vos recommandations à vous, on les a bien compris. Vous êtes aux urgences, donc on va vous libérer. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital privé de Paris 2. On poursuit nos discussions juste après le Flash Info de Mathurio.